Bonjour, cette vidéo traite de la simulation acausale et de son application au système de solides rigides polyarticulés. Quand on s'intéresse à un système mécanique, on va généralement le représenter sous la forme d'un schéma, comme ici. Nous avons ici un schéma très simple qui représente une jante et un moyeu soumis à des actions extérieures et en déplacement rectiligne et en lien avec le sol avec un ressort et un amortisseur. L'équation du mouvement associée à ce système s'écrit tout simplement comme étant la masse fois l'accélération de la jante et du moyeu sont égaux à la force moins la force de rappel du ressort et la force d'amortissement. Cette équation du mouvement, transformée dans le domaine de Laplace, nous permet d'obtenir une fonction de transfert entre l'effort appliqué sur le système et la translation x1. Cette fonction de transfert est facilement écrite sous la forme d'une équation différentielle à l'aide d'un code de schéma bloc comme MATLAB Simulink, ou bien sous la forme directement de la fonction de transfert en question. Cette fonction de transfert prendra cette forme-là et sera implémentable de cette manière. On peut également construire un modèle d'état à partir de cette équation différentielle en définissant un état égal à la position et à la vitesse du système, et puis une commande égale à l'action extérieure s'appliquant sur le système, et on obtient ainsi un modèle d'état qui est également implémentable de manière assez simple sous forme de schéma bloc dans un système de blocs type Simulink. De manière générale, à partir du moment où on est capable d'écrire un formalisme d'état à partir de nos équations, on va pouvoir donner à manger cet état à un schéma temporel type Runge-Kutta, Dorman-Prince pour résoudre notre problème. Dans ce cas, on parle de simulation causale, on a défini une entrée, une sortie, un état en fonction d'une commande, et on obtient une sortie Y qui est observée à partir de l'état courant du système. En simulation acausale, on va non plus chercher à lier l'entrée et la sortie du système par le biais d'équations, mais on va chercher à représenter la physique de chacun des composants du système. Pour cela, on va donc associer un modèle physique à chacun des composants. Dans notre cas particulier, il va s'agir d'un composant masse, d'un composant ressort et d'un composant amortisseur, auquel on va associer également un sol fixe et une force externe. Et on va chercher à lier entre eux ces différents composants et les comportements physiques de chacun de ces composants. Les liens entre les différents composants ne sont pas orientés, ce qui veut dire qu'en fonction des données du système, nous n'aurons pas les mêmes sorties sur le système. Les flux sont riches, avec un niveau d'abstraction supérieur, et font passer deux types de variables, des variables de flux et des variables de potentiel. Quand on parle de variables de flux, généralement, on va penser directement aux équations électriques, où le flux va être représenté par le courant et le potentiel par la tension. On peut faire la même analogie avec la force et la vitesse, où la force va être un flux et la vitesse un potentiel. La résolution se fait par un bilan de puissance à chaque nœud, donc un flux par un potentiel. C'est non orienté, ça veut dire qu'en fonction des données en entrée du système, les sorties ne seront pas les mêmes. Et du coup, on a besoin de fixer un certain nombre de variables pour pouvoir rendre le système soluble. Dans l'exemple qui nous intéresse ici, par exemple, on fait apparaître des connecteurs, qui vont être des ports, et des branches, qui vont tout simplement relier ces différents ports entre les différents composants. Encore une fois, dans notre exemple, ce que l'on fait passer comme variable, ce sont des vitesses et des forces, puisque l'on a un système mécanique. La résolution d'une simulation causale se fait par étapes successives. Tout d'abord, le modèle est validé, on vérifie les connexions de blocs, que les différents paramètres à terme sont correctement définis, que la connexion au solveur est réalisée correctement, et ainsi que les blocs de conversion entre différentes variables de flux et de potentiel. On va ensuite construire le réseau avec les différentes variables de potentiel et de flux. Les variables potentielles vont être attribuées par exemple à deux ports conservatifs directement connectés pour une variable identique. Les variables flux vont être distribuées dans le réseau physique en faisant évidemment un équilibre des nœuds où plusieurs variables flux se rejoignent. À partir des informations fournies dans les blocs pour les différentes variables flux et différentes variables de potentiel, on va établir deux types d'équations, deux types de variables également,
On va avoir des équations dites dynamiques qui vont donc avoir des variables dynamiques avec une dépendance au temps et qui va être nécessaire d'intégrer par le biais d'un schéma d'intégration numérique type Runge-Kutta, Dorman-Prince, etc. Nous aurons également des variables algébriques qui seront donc incluses dans des équations dites algébriques et qui ne dépendent pas du temps et qui sont généralement dues aux lois de conservation. Les équations sont nettoyées, donc on va faire un tri entre les équations utiles et inutiles pour la résolution du système. Et les variables restantes sont ajoutées au vecteur d'état global du système. Le solver va alors s'initialiser en cherchant une solution au temps 0 qui satisfait l'ensemble des équations. On peut généralement spécifier des conditions initiales, néanmoins ces conditions initiales vont être des cibles et peuvent être imparfaitement obtenues en fonction de la résolution des équations. On va alors initialiser le calcul en calculant les variables algébriques et les dérivées des variables dynamiques à partir des conditions initiales. Potentiellement, s'il y a un changement drastique du système, un choc ou une ouverture de vanne comme c'est présenté ici, on va devoir recalculer cette initialisation. On va considérer que c'est un événement discontinu. On va alors pouvoir calculer le schéma d'intégration temporelle ici pour aller vers la fin de la simulation. On aura une mise à jour au cours de cette résolution temporelle des variables algébriques potentielles et éventuellement un retour par événement si ces variables algébriques viennent à évoluer de manière discontinue. La simulation acausale ne s'arrête pas au système mécanique, on parle alors de système multiphysique puisqu'on va pouvoir coupler à la fois des phénomènes électriques, des phénomènes mécaniques, des phénomènes magnétiques, hydrauliques, etc. À chaque fois, pour tous ces systèmes physiques, on va toujours avoir la dualité entre les variables flux et les variables potentielles. Donc pour l'électrique, courant-tension, pour la mécanique, force-vitesse, etc. L'intérêt, c'est qu'ici, on peut faire cohabiter des systèmes physiques très différents, avec des comportements physiques dans des domaines différents, au sein d'une seule et même simulation. Si l'on doit faire le bilan de la simulation causale contre la simulation acausale, ce que l'on peut dire comme bénéfice pour la simulation causale, c'est tout d'abord qu'elle permet d'avoir une parfaite maîtrise du niveau de modélisation. En effet, puisque c'est nous qui établissons les équations et les entrées et les sorties de notre système, nous avons une idée précise de ce que nous cherchons à simuler et du niveau de détail que l'on a mis dans notre simulation. Cette structure est aussi plus adaptée pour la mise en place d'une démarche de contrôle du système, puisque l'on va pouvoir, à partir du phénomène que l'on a modélisé, obtenir un comportement précis et donc pouvoir le corriger en conséquence. L'introduction des non-linéarités est également plus facile à gérer en causal, puisque l'on va pouvoir être en mesure de gérer nous-mêmes ces événements inopportuns dans la simulation. Un certain nombre d'inconvénients à la simulation causale. Tout d'abord, c'est difficile à lire et à modifier, puisqu'il faut connaître les équations à modéliser. Il faut connaître théoriquement le phénomène que l'on cherche à étudier, puisqu'il faut être en mesure de le modéliser. On a besoin d'outils mathématiques avancés. Alors là, par exemple, c'était la transformée de Laplace, mais de manière plus générale, quand on établit les équations du mouvement, on a besoin de connaître la théorie des équations du mouvement. Et la modélisation de systèmes complexes entraîne de nombreux bouclages dans le modèle, et ça pose des problèmes de résolution numérique pour les solvers. La simulation acausale a des avantages évidents. Tout d'abord, on a une structure très proche du système réel. C'est facile à modifier puisque justement on intègre des composants que l'on lie entre eux dans la causale. Les conditions initiales peuvent être choisies quelconques puisqu'on les souhaite, même si on ne les maîtrise pas à la fin, on peut souhaiter que le système soit dans une configuration particulière. Les grandeurs physiques sont toutes accessibles. On n'a pas besoin de connaître particulièrement le domaine pour pouvoir intégrer un système qui se comporte de manière cohérente dans notre modèle global. Les outils mathématiques du coup sont limités parce qu'il n'y a pas d'équation à écrire. Et également, on a un niveau de transmission d'informations qui est plus riche qu'en causal, puisqu'on va faire des bilans de puissance à chaque nœud et donc intégrer à la fois le flux et le potentiel dans notre simulation. Le désavantage évident, c'est qu'on a peu de maîtrise sur le niveau de modélisation du composant spécifique. Si on ne connaît pas spécialement le domaine, on ne sait pas du tout ce que ça fait. Et les modèles obtenus sont fortement non linéaires, ce qui rend la démarche de contrôle du système difficile. Et puis également, ce qui peut être problématique, c'est qu'en termes de temps de calcul, on peut vite se retrouver avec des choses assez délirantes, puisqu'on va aller simuler dans le moindre détail, par exemple, le comportement d'une carte électronique. Il existe de nombreuses solutions logicielles qui permettent de faire de la simulation acausale, qui intègrent des solvers classiques.
La plus courante et la plus évidente est MATLAB Simscape, et notamment la toolbox Multibody au sein de Simscape, qui permet de faire des systèmes mécaniques en acausal. On peut citer également Scilab, qui est gratuit et qui contient le module Xcos, qui permet également de faire de la simulation acausale. Pour plus de détails sur la simulation sous MATLAB, on peut voir l'e-book de Ivan Lipgott qui traite de ce sujet.